Est-ce que, quelque part, ça va jamais améliorer quoi que ce soit? Non, mais c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir des idées. Moi, je suis Lucille, je suis chirurgien dentiste, installée à Marseille. Alors nous, on a des problématiques aussi, un peu différentes de celles que j'entends aujourd'hui, mais nous, on est beaucoup de changements mis en place par M. Macron. On a un problème d'accessibilité aux soins, on a un problème de revalorisation des actes qui n'est pas fait, qui fait que voilà, on a des hypothèses qui sont par les patients comme étant très onéreuses et qui le sont en effet, parce qu'en fait nos soins ne sont pas rentables du tout. Quand on est à 3/4 d'heure sur un détartrage à 28,92 €, j'ai plus cher de matériel, clairement, sans compter mon temps, juste en ce que je sors pour que le patient ait l'air propre, que non, donc forcément, j'espère que derrière, quand je fais une traitement de racine pour 60 €, où j'y passe 1h30, et où je mets plus de matériel dans sa dent que ce que ça me coûte moi, j'espère qu'il va faire une couronne derrière où je vais pouvoir récupérer mon... Voilà. Donc, c'est des problématiques différentes, mais qui sont aussi des problématiques de santé, et qui font que on arrive sur une... Aujourd'hui, nous, clairement, une médecine à deux vitesses, on arrive à un grand tournant de la dentisterie, à savoir que je pense que les petits cabinets de quartier sont en train de disparaître. Puis aujourd'hui, plus aucun jeune qui sort de la fac qui n'ouvrira son cabinet. On est face à des grosses structures low cost qui envoient le marché avec des prothèses à l'étranger, avec des implants. Voilà, donc on se bat comme on peut, avec des armes, sans armes en fait, parce que tous ces centres low cost ouverts sous des associations loi 1901 ou autres ont droit à des publicités, ont droit à plein de choses que nous, le Conseil de l'ordre nous interdit, donc on n'a pas les armes pour se battre face à eux. On fait fabriquer, moi en ce qui me concerne, moi mon prothésiste est à 50 mètres de mon cabinet, je me bats pour faire des choses, des soins comme j'aimerais qu'on me les fasse à moi, ou comme j'aimerais qu'on les fasse à mon mari ou à mes enfants. Et c'est pas facile. C'est pas facile. On a un peu moins la problématique du personnel en soi, même si aujourd'hui les assistantes dentaires sont de plus en plus rares à trouver. Donc forcément, il y a un turnover au niveau du personnel, malgré c'est vrai que je reconnais, on va dire, les problématiques que j'entends en tant que patient quand je vais me faire soigner à l'hôpital. En effet, la conscience et des rendez-vous déplacés parce que le médecin qu'on devait voir n'est plus là, parce qu'on attend des heures, parce que même si nos problématiques en tant que chirurgien dentiste sont différentes, je reconnais dans vos discours ce que je vis moi en tant que patiente quand je vais me faire soigner. Au centre hospitalier d'Aubagne et à l'hôpital européen. Donc orientation maladies infectieuses. Et donc je suis rentrée entre guillemets dans le collectif par Thomas, par Arnaud Chiche aussi. Et du coup, voilà, c'est une première action qu'on fait vraiment, que moi je fais localement sur Marseille pour ce café qui me paraissait intéressant parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent du terrain. Il faut qu'on se réunisse pour discuter ensemble de nos différentes problématiques. Je vois les mêmes problématiques sur les hôpitaux privés que sur les hôpitaux publics. Je pense que le personnel soignant, c'est vraiment une grande famille. On a tous des revendications communes. Et en fait, moi, ce qui m'a fait un peu bondir, c'est d'arriver là à la rentrée en septembre et de voir toutes ces fermetures de lits avec des gros problèmes de ressources humaines. Et donc, il y a un énorme mal-être, en fait. Il y a un énorme mal-être et tout est devenu urgent à régler parce qu'il y a des lignes de SMUR qui ferment, il y a des services d'urgence qui ferment faute de personnel. Donc certains établissements, par exemple l'établissement d'Aubagne, va aider le service d'urgence et le SMURDEX. Du coup, s'épuise. Donc une équipe qui allait bien va finir par s'épuiser. Une équipe qui du coup va mal perd du personnel. Une fois qu'il commence à y avoir une fuite de personnel, c'est l'engrenage. Les gens ne veulent plus venir travailler parce qu'il n'y a pas les ressources suffisantes. Et on n'arrive plus à recruter. Et c'est comme ça qu'on ferme les services d'urgence, qu'on ferme des lits et en fait, il faut qu'on arrête à un moment ce cercle vicieux parce que c'est toute la population, je pense, qui va à terme en pâtir puisque on le voit, la qualité des soins elle diminue de jour en jour, l'accès aux soins diminue de jour en jour. Il n'y a plus de place, donc les services d'urgence, ils renvoient les gens chez eux alors qu'ils devraient être pris en charge dans les services.
On a des retards de diagnostic, on a des retards de prise en charge pour des pathologies lourdes. Tout ce qui est suivi de patients chroniques, en fait, on ne sait plus faire. On est toujours à courir après l'urgence et à courir après le patient qui se dégrade, et en fait, il faut que ça s'arrête parce que ça ne fait que se dégrader. Donc, je pense qu'il faut réfléchir vraiment à des solutions. Nous, sur le terrain, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais il faut qu'on réfléchisse un petit peu à faire des propositions concrètes pour améliorer tout ça. Je pense que c'est vraiment notre rôle aussi de faire remonter nos problématiques de façon constructive. Bon, moi c'est Stéphanie, je suis psychologue. Ça, et puis même les populations qui ne sont pas précaires, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir besoin d'un psychologue, il se retrouve à aller chez un psychiatre. Attention, on travaille avec les psychiatres, hein, mais pour certaines pathologies, il n'y a pas forcément besoin d'un psychiatre, quoi. Donc, du coup, on ne fait pas le travail comme il faut. Mais oui, donc, du coup, Julie m'a parlé un peu de ce collectif, et je pense que je peux avoir ma place aussi, parce qu'on se bat, nous, d'un autre côté, sur autre chose, effectivement. Merci. Moi je m'appelle Julien, je suis médecin réanimateur à la Timone, ça fait 4 ans. J'ai commencé en fait à militer, à m'engager sur les réseaux sociaux pour le Covid au départ, pour essayer d'apporter une information que je trouvais juste à mon niveau. Et rapidement, s'est imposé là sur les derniers mois de compléter un petit peu ma démarche par un engagement auprès des soignants, puisque pour bien prendre en charge les patients, certes il y a des problématiques sanitaires pures, la vaccination, les gestes barrières dont on parlait tout à l'heure, mais il y a à l'heure actuelle, sur une crise qui dure et qui va durer probablement, des problématiques soignantes qui s'exacerbent sur fond de Covid, mais qui mijotent depuis quelques temps. Moi, ce qui me fend le cœur en fait, hein, quand je fais mon métier tous les jours, je suis un passionné, je pense comme tous les soignants au quotidien. Ce qui me fend le cœur, c'est de voir des gens qui se dépassionnent en fait. Et de voir une structure comme l'hôpital, enfin moi j'ai un parcours essentiellement hospitalier, hein, mais de voir un hôpital où la famille, les équipes devraient être vraiment quelque chose de valorisé, ça se délite au fil de l'eau. Il y a un discours qui est compliqué avec les administratifs, qui ont des problématiques un petit peu différentes, qui renvoient un peu la balle justement aux autorités sanitaires, aux ARS et au financement un petit peu de la santé en général. Donc on a du mal en fait à trouver un interlocuteur, on a du mal à essayer de tous tirer dans le même sens pour que ça fonctionne. Voilà, donc je m'engage aujourd'hui pour ça, pour tous les collègues avec qui j'aimais travailler qui sont partis là, des jeunes, de plus en plus jeunes qui se battent. Voilà, donc je suis un peu triste de voir devant moi tout ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vais essayer de m'engager et que je participe à ce débat ce soir. Bonsoir, moi je m'appelle Stanislas, je suis infectiologue à l'hôpital européen. Je suis ici grâce à Julie avec qui je travaille au quotidien. Il y aurait énormément à dire. Je crois que c'est assez abyssal ce à quoi on fait face. À l'hôpital européen, donc c'est un hôpital privé à but non lucratif, pour financer, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, financer comme un hôpital public, mais après les murs appartiennent à une fondation et la façon dont l'hôpital gère cet argent lui est propre. Ou en tout cas répond pas aux règles des hôpitaux publics, répond aux règles de la Fédération des hôpitaux privés. Alors c'est plein d'avantages, il y a vraiment une fluidité dans la façon de gérer les choses qui moi m'a vraiment marqué depuis que je travaille dans cet hôpital, hein, parce qu'avant j'étais comme tout le monde, hein, dans le public, et si on m'avait dit il y a 6 ans tu travailleras dans le privé, j'aurais poussé des hurlements. Et au final, c'est un hôpital à but non lucratif, avec délégation de services publics. Il y a ses avantages dans la façon de gérer l'argent. Les infirmières ne sont pas mieux payées qu'ailleurs, et on fait face, comme les hôpitaux publics, à des départs massifs, à des fermetures de lits. Là, en ce moment, il y a des gros débats sur la réouverture des chambres doubles, hein, là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois.
les chirurgiens ayant envie d'opérer, la direction poussant pour faire de l'activité. Et donc toute la question, c'est de concilier les impératifs de sécurité pour les patients en période de pandémie et de transmission de la Covid, et puis les impératifs d'activité. Et en fait, on fait face à un constat qui est très très simple. En réalité, on n'a pas le personnel pour ouvrir les chambres doubles qu'on voudrait rouvrir. Alors, certains pensaient que les infirmières étaient parties à la PHM. C'est clairement pas le cas. Je ne sais pas si à la PHM, ils se demandent si les infirmières ne sont pas parties à l'hôpital européen, mais je peux leur garantir que ce n'est pas le cas non plus. Peut-être qu'une partie sont parties dans le libéral, et on a plein d'exemples de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y en a plein qui sont partis tout court de faire autre chose de leur vie. Et on peut aisément les comprendre. Enfin, moi, ma compagne est infirmière, donc je vis ça aussi de l'intérieur. Je vois exactement un peu ce que vit cette profession. Du point de vue médical, il y a évidemment d'autres problématiques. Moi, finalement, j'étais habitué aux hôpitaux publics où, bon gré mal gré, entre les infirmières, ou on va dire entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires, il y avait un ratio qui restait à peu près décent. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, Roosevelt avait mis en place une loi qui interdisait aux entreprises de mettre en place des grilles salariales qui dépassaient, alors je ne sais plus quel était le ratio, je crois que c'était de 1 à 10 ou de 1 à 20, ce qui voulait dire que le meilleur salaire d'une entreprise ne pouvait pas être supérieur à 10 ou 20 fois le plus bas salaire d'une entreprise. Et moi là, je travaille maintenant dans un hôpital privé, certes à but non lucratif, mais où les médecins sont libéraux, et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que en fait, les infirmières me vous voient. Et ce, depuis le début. Et c'est absolument impossible de se faire tutoyer par les infirmières. Je me suis longtemps posé la question et j'ai fini par comprendre que une des raisons, c'était peut-être tout simplement parce que je faisais plus partie du même monde, parce que les médecins, dans le privé, sont payés parfois 20, 30, 50 fois selon les spécialités. C'est la réalité, hein. Plus que le plus bas salaire de la structure. Et quand on débat de ça avec les collègues, on fait face à une incompréhension totale. Les gens trouvent normal, après avoir fait 12 ans d'études, de gagner des sommes pareilles. Et à chaque fois qu'on débat, le cas échéant, d'augmenter, sur l'augmentation par exemple de la redevance qu'un médecin libéral devrait payer dans une clinique, pour pouvoir en contrepartie augmenter les salaires des infirmières, des aides-soignantes, etc. On touche là à des problèmes à des cordes extrêmement sensibles. Alors je m'éparpille un peu, mais en réalité je ne sais pas par où commencer parce que j'ai l'impression que le système il est pourri jusqu'à la moelle. Je suis extrêmement inquiet. Alors je ne suis pas un militant, moi je suis un passionné comme Julien, comme certainement plein d'autres dans cette salle. J'essaye de faire les choses à mon échelle, auprès des malades, auprès des projets que je mène. J'ai monté Coresan, dont Anne parlait tout à l'heure, et qui a la particularité de faire appel à des médiateurs en santé. C'est peut-être une profession que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais qui sont justement une profession intermédiaire qui permet de faire de l'aller vers. C'est des gens qu'on forme pour communiquer en santé, et puis qui sont d'excellents représentants justement du système de santé pour aller dans les quartiers, dans les squats, etc. Et puis je fais par ailleurs de la recherche en santé publique sur les thématiques des épidémies, et là il y aurait encore énormément de choses à dire sur le financement de la recherche. Tout à l'heure vous parliez des contrats précaires, moi je crois que j'ai dû passer 6 ou 7 ans payé comme attaché pour faire de la recherche sur les thématiques qui me sont chères. Et voilà, Non mais c'est vrai que la problématique de la recherche, c'est quelque chose qu'il faut aborder parce que c'est vraiment aberrant. Quand tu es médecin-chercheur ou médecin-praticien, il y a quand même une telle différence de considération, alors surtout de niveau de vie lié au salaire, qui n'a strictement rien à voir en fait. Il faut quand même investir de l'argent dans la recherche, ça paraît quand même logique dans un pays comme la France, ça me paraît
c'est dans tous les domaines, pas que la recherche médicale d'ailleurs, hein, tous les domaines de... Puis voilà, c'est des contrats tellement précaires, tout ce qui est innovation, etc. Je pense qu'il y a aussi un énorme débat là-dessus, quoi. Je pense qu'ils ont les mêmes problématiques que les soignants, hein, les chercheurs. Bien sûr, bien sûr. Quand après une thèse de science, un postdoc, il galère pour trouver un poste au CNRS, à l'INSERM ou dans un CHU, il passe concours sur concours pendant des années, où ils sont 300 pour 6 postes. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et quand enfin ils décrochent le sésame, ils commencent avec des salaires mais qui sont mais misérables, quoi. Misérables. Ils sont payés comme une infirmière, quoi. Comme une infirmière. C'est pas décent. C'est pas décent. Et là, pour le coup, il y en a plein qui se barrent aussi ailleurs en Europe, qui traversent l'Atlantique, parce que le système de la recherche en santé en France, et plus généralement de la recherche tout court, est pas du tout attractif comme le reste. On se demande où va l'argent finalement, alors que c'est pourtant pas ce qui manque. Je crois que je vais y aller en fait. Monsieur le directeur. Je pense que je vais y aller. Parce que ça va être un rond sur le bonnet là pour le coup. Non, je vais essayer de vous raconter une belle petite histoire quand même, qui est la mienne en tout cas que je trouve intéressante parce que elle est en tout cas basée sur l'humanisme de ma vie. Déjà, ce qui est assez impressionnant, c'est que je suis l'aîné de 4 enfants, mes parents étaient dans le médical, ma mère était médecin et mon père était opticien. Sur les 4 enfants, on est 3 à être dans la santé. Donc moi j'ai fait médecine à Bruxelles, à l'Université catholique de Louvain. J'ai fait de l'orthopédie au CHU de Dijon et je suis devenu à l'administratif improductif après. Donc ça c'est une chose. Et j'ai une sœur qui est kiné et une autre sœur qui est ibode. Voilà. Et un frère qui est dans l'équitation. Il a mal tourné aussi. Et en fait, sur mes 4 enfants aujourd'hui, alors le petit dernier est un petit enfant adopté, mais qui a 4 ans, donc mais sur mes 4 enfants aujourd'hui, aucun ne veut faire une profession médicale. Et je pense qu'il y a une crise profonde, de vocation. On parle de vocation, on parle d'argent, mais on parle surtout de vocation, on parle de formation. Alors je vais essayer parce que je pourrais être très long, vous n'êtes pas là pour m'entendre moi, mais je peux être très long. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand je suis sorti de mes études de médecine, j'ai commencé à travailler chez Général de Santé au départ, et je m'étais juré que plus jamais je retravaillerais dans les grands groupes. Parallèlement à ça, j'ai fait HEC, l'ESSEC, et puis j'ai terminé un doctorat à Sciences Po avant de partir. Et en fait, pourquoi ne plus jamais travailler dans les grands groupes de santé privée? Je connaissais l'hôpital, puisque ayant travaillé dans l'hôpital, je connaissais l'hôpital. Et jusqu'au jour où Général de Santé avait été racheté par, je ne sais pas si vous vous souvenez, par Ligresti, qui est un médecin italien, qui a investi dans le groupe Général de Santé au départ, et qui, à la fin de 5 années d'exercice, a sorti plus de 330 millions d'euros de dividendes, qui sont tous partis sur l'Italie. Je n'ai rien contre le fait de gagner de l'argent, et quand on est une entreprise privée, on gagne de l'argent, et c'est normal parce que ça fait partie du système. Au demeurant, 80% de cet argent vous appartient et m'appartient à moi, ce sont nos impôts, et c'est la sécurité sociale. Et là, ça commençait clairement à me chauffer les oreilles. Donc j'ai fait ma thèse à Sciences Po là-dessus, sur justement les SPIC, le PSPH, les établissements participants au service public hospitalier, et qui est pour moi aujourd'hui quand même, malgré tout, la troisième voie qui permet d'avoir une gestion de l'argent public et une gestion privée sans aller rémunérer des actionnaires qui sont aujourd'hui des fonds de pension, des gens qui connaissent même pas la santé, qui savent simplement une seule chose, c'est que la santé, et la santé française, est un gage de qualité, enfin un gage de reconnaissance financière très forte, parce que le payeur, le pourvoyeur d'argent,
c'est l'État. Et l'État va payer. Et donc, forcément, regardez, Général de Santé, aujourd'hui, Ramsay, ou Capio, qui a été racheté par Ramsay, 2,5 milliards. Enfin, je veux dire, on rentre dans des chiffres incroyables. Ils seront toujours payés. Il y a eu des avances de trésorerie, hein, je ne sais pas si vous le savez, sur les établissements de santé pendant la période Covid. Ces avances de trésorerie sur les grands groupes, ça a été, aujourd'hui ils remboursent, c'est des avances, hein, c'est pas comme pour les restaurateurs, ce sont des avances. Ces grands groupes, aujourd'hui, rien que d'avoir placé l'argent, les revenus des placements remboursent les avances de trésorerie. Voilà, j'en reste là. Au tout début de ma carrière, j'ai regroupé plusieurs établissements de santé. Ça a fonctionné, et il y en a certains qui ont, je pense à Châtellerault, où ça a vraiment bien fonctionné, puisqu'on a regroupé 2 grosses cliniques, et on a regroupé, c'est-à-dire c'est le personnel, on a un tripode qui est quand même essentiel aujourd'hui dans la santé, c'est l'administration, c'est clair, il faut un patron, il faut un chef, mais il faut aussi du personnel et il faut des médecins qui fassent fonctionner l'ensemble. Et en fait, ça a fonctionné parce que derrière, il y avait un dialogue social, il y avait un dialogue qui permettait de pouvoir construire l'avenir ensemble. J'ai rencontré, après j'étais directeur général de la Mutualité française du territoire de Belfort, donc là aussi je commençais à rentrer dans une gestion plus humaniste, on va dire ça. Et après j'ai rencontré à Necker, justement, le président de la chaîne de l'Espoir, Éric Chesson. Et Éric m'a dit, bah, écoute, il y a un hôpital à construire en Côte d'Ivoire, et donc j'ai eu la chance de partir il y a 5-6 ans maintenant en Côte d'Ivoire, où j'ai construit un CHU mère-enfant, un hôpital mère-enfant à Abidjan, avec la première dame de Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'on a créé une ingénierie financière aussi qui permet, parce que là-bas, et c'est là où quand on a vécu 4 années en Côte d'Ivoire, je suis rentré pour des raisons de santé de mon épouse. Quand on a vécu 4 années à l'étranger et sur des pays comme la Côte d'Ivoire, enfin, ou d'autres, hein, mais surtout la Côte d'Ivoire, où c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique noire de l'Ouest, où si vous voulez un Doliprane, il faut sortir 100 francs CFA, et que si vous voulez vous faire opérer, il faut aller chercher à la pharmacie d'à côté la casaque, le masque et le bistouri. Quand vous rentrez en France et que vous voyez comment on est traité ici et comment on n'est pas content, il y a une dichotomie qui est quand même assez impressionnante. Mes 2 casquettes me permettent aujourd'hui aussi de pouvoir avoir un regard bienveillant sur l'activité chirurgicale ou médicale, et de l'autre côté d'avoir aussi une réalité managériale et financière qui fait que demain, si je gère mal mon établissement, c'est pas moi que je vais mettre en danger, enfin c'est pas que moi, c'est et l'activité médicale et chirurgicale et les personnels dont j'ai la charge et dont j'ai envie vraiment de les faire grandir dans tous les sens du terme. La Côte d'Ivoire, c'était un élément extraordinaire pour moi, en tout cas, parce que c'était 650 salariés, un hôpital HAS aujourd'hui, est certifié HAS en plus, hein, donc avec, je l'ai dit tout à l'heure, cette ingénierie financière incroyable, puisque c'est 75% de patients payants et 25% de patients indigents, c'est-à-dire que la première dame voulait absolument qu'on puisse les prendre en charge de façon gracieuse, tous ces gens qui ne pouvaient pas payer, même 100 francs CFA, qui fait 0,06 centimes d'euros, hein, ne pouvaient pas être... et donc ces gens-là étaient pris en charge comme s'ils rentraient dans un hôpital français, voire parfois même mieux. Et c'est vrai que c'est exceptionnel de vivre ça, parce qu'on se dit que sur les 650 salariés, il y avait 100 médecins et 13 professeurs de médecine. On a tous aujourd'hui, et l'hôpital aujourd'hui fonctionne très très bien, et cet hôpital aujourd'hui est une référence en Afrique de l'Ouest, parce que derrière, il y a eu des formations, il y a eu de l'accompagnement,
J'étais le seul blanc, faut dire les choses, j'étais le seul petit blanc qui est le directeur général de l'hôpital et qui s'est mis au niveau, parce que moi, à part la Belgique, j'étais pas sorti de nulle part de France, à part la Belgique, je connaissais pas du tout le continent africain. Et ben j'ai pris pendant quasiment un an le temps d'apprendre leur culture, d'apprendre comment ils fonctionnaient, d'écrire le projet médical avec eux. Et un projet médical, il s'écrit pas dans un bureau tout seul dans son coin, mais il s'écrit aussi avec ceux qui sont dans les services, et les ASH, mais aussi avec les professeurs de médecine. Et on est tous éco-responsables là-dedans dans ce projet médical. Voilà. Ça m'a permis de pouvoir... pardon. Non mais... On est en Côte d'Ivoire, tout va bien. Oui, là jusqu'à présent. Donc voilà, c'est très important pour moi parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir une base de travail, une base de réflexion qui fait que, entre nous, j'ai juste une seule envie, c'est de repartir. Voilà. Donc on est rentré, pardon, et on est arrivé à Mulhouse parce que mes beaux-parents habitant Mulhouse, on est arrivé à Mulhouse en janvier 2020. Voilà. Donc, outre le fait de prendre en charge la santé de mon épouse, je dirigeais un hôpital là-bas et le soir, j'allais faire des urgences, j'allais donner un coup de main aux urgences de l'hôpital de Mulhouse et à la Régule aussi. Et donc là, effectivement, on a été extrêmement... On n'est pas préparé pendant nos études de médecine à la médecine violente. Ça a été vraiment une médecine violente, puisque c'était 5 morts par nuit, quasiment. Quand je dis quasiment, c'était en moyenne 5 morts par nuit, avec les corbillards qui attendaient devant l'hôpital de Mulhouse. Et on a vraiment vécu, c'était vraiment la guerre, et aucun soutien psychologique pour nous les médecins, enfin voilà, l'ensemble du corps médical, mais pour le personnel, c'était en fait, innommable. Dans les hôpitaux, moi pour l'avoir vécu, j'ai quitté l'hôpital, aujourd'hui je travaille, je fais de la reconversion professionnelle, donc je disais que je reçois beaucoup de personnel soignant qui doivent se reconvertir, mais faute qu'à l'hôpital, ils ne créent pas de poste en fait, pour nous. Oui. Il n'y a pas de poste pour nous. Moi je suis partie parce que je n'avais pas de boulot. Du coup, j'ai fait autre chose. Et effectivement, il n'y a pas de poste. Alors, l'argent, il y en a. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a vraiment. Maintenant, je ne sais pas comment il est utilisé. Il y a des fonds aujourd'hui, et européens, et français, et régionaux, et nationaux. Enfin, vraiment, si on veut aller gratter, on peut trouver de l'argent. Il y a vraiment de l'argent. Je ne sais pas comment on va le rembourser, c'est surtout ça après. C'est un autre débat, mais il y a de l'argent et on rénove des établissements, on fait un Ségur, et je ne pense pas que ce soit simplement qu'un problème de salaire du personnel. C'est un problème de reconnaissance. On a parlé de la reconnaissance tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de CPTS. Franchement, aujourd'hui, quelle est la relation entre l'hôpital et la ville et l'hôpital? Elle est zéro. Et aujourd'hui, on doit travailler ensemble. Si on veut prendre en charge nos patients de façon correcte, on doit travailler avec l'HAD, la CPTS, avec les médecins de ville, avec les médecins spécialistes de ville, mais aussi avec l'hôpital. Et on doit être une plaque tournante et on doit être une avancée positive pour les... Parce qu'en fait, on a tous oublié un truc, c'est qu'au milieu du sujet, là, c'est le patient. Et quand on fait la certification, on dit oui, alors maintenant, avant on était l'accréditation, on disait, c'était en colonne. Et maintenant on a dit on va faire la certification, on va faire ça en linéaire, c'est-à-dire on va faire travailler tout le monde, le parcours du patient, c'est génial, l'idée est bonne, l'idée est très bonne, mais elle est bonne sur le papier. Est-ce qu'on le vit aujourd'hui tous? Moi je le reconnais pas. Des responsabilités, et là vous dites que c'est un cercle vicieux et... Ah non, c'est flippant. Honnêtement, moi quand je dois évaluer un étudiant qui est en 3e année et qui ne sait rien faire, moi je suis flippée. Parce que me dire qu'il va avoir la responsabilité de la vie des gens entre ses mains et qu'il ne comprend pas
même les effets secondaires d'un médicament, la surveillance super importante d'un médicament et par la suite, mais je me dis, mais il a raté sa formation. Demander à faire à calculer un bolus à une infirmière de 3e année. Mais même à une infirmière actuelle. Même à une infirmière actuelle, il y en a certains qui ne savent pas. Les jeunes infirmières qui arrivent sur le terrain. Les jeunes ne savent Parce que les anciennes générations d'infirmières, apparemment, quand on calcule les erreurs de calcul sur les dilutions, c'était éliminatoire. C'est ça, oui, c'est vrai. Sauf que maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Alors ça devrait l'être éliminatoire, entre guillemets, je veux dire. Parce que ça met clairement de suite en danger un patient. Si on ne sait pas faire une erreur de dilution, c'est quand même gravissime. Et en fait, il y a tout ce. Je pense qu'ils ont dû manquer de candidats à un moment, infirmiers, ou peut-être que le niveau à un moment a peut-être un peu baissé dans les candidatures. Et du coup, ça a été un petit peu de la formation accélérée, pas qualitative. Alors qu'en fait, il devrait y avoir une reconnaissance de ce métier-là. Et en fait, il faudrait tirer le métier vers le haut, plutôt que sans arrêt faire de la formation accélérée et un peu au rabais, quoi. Pour les nouveaux infirmiers, oui, et pour les anciens aussi. Et pour les actuels, par contre, la mise à jour actuelle. Parce que moi, il y a beaucoup de mes collègues qui ont autant d'années que moi. Moi, j'ai 8 années d'expérience. Il y en a autant, ceux qui ont plus d'années que moi, voire égales, il y en a certains qui ne savent pas faire des calculs de dose. Donc, c'est-à-dire combien de formes de médicaments dans une ampoule pour pouvoir avoir mon dosage approprié pour le patient. C'est la base. Mais en fait, ils sont tellement dans leur train-train continuel que si on leur change de leur train-train, ils ne savent plus faire. Donc, en fait, la formation continue, elle n'existe plus. Parce qu'on n'a pas le temps. Et en fait, ils nous disent qu'on n'a pas le temps. Mais c'est vrai, parce qu'on a un manque d'effectifs. Mais après, c'est dangereux. Oui, c'est ça. C'est super dangereux. Et le vrai souci, c'est ça. Il faudrait de la formation continue, ça c'est clair. C'est comme nous, quand on a commencé l'outil, on avait un numerus clausus qui fait que pour former un médecin, il faut quand même, on va dire 10 ans. D'accord. Et en fait, on a un service de l'État qui va dire, ben voilà, oui, il y a un souci, on a la crise sanitaire, donc on va augmenter le numerus clausus. Mais en fait, c'est action-réaction, mais c'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi. Des médecins qui ne savent pas gérer la situation. Encore plus hallucinant, c'est que le privé ne peut pas s'octroyer des droits pareils. Et là, non seulement on te renouvelle des CDD X fois, mais si c'est toi qui te barres, sans évolution, t'as pas de chômage. Sans progression sans prime. Et ça, il faut le dénoncer, parce que quand le ministre annonce un Ségur en disant entre 2 et 400 euros par soignant, ce qui est déjà un peu faux, ils oublient aussi tous les contractuels de droit privé, parce que maintenant il faut aussi des CDI de droit privé, qui n'ont le droit à aucune prime, rien du tout, qui n'ont pas d'évolution. Nous, au labo, il y a nos 2 secrétaires qui sont en CDI de droit privé. Donc en fait, elles ont pas les mêmes salaires que les secrétaires de l'hôpital. Mais elles sont contentes, parce que dans le privé, c'était pire. Donc elles sont contentes quand même. Elles disent « Ah oui, mais j'ai le droit au CGOS ». Bon, bah, c'est bien. Mais elles n'ont pas le droit à la prime annuelle. Il y a plein de trucs auxquels elles n'ont pas droit. Elles font un travail fabuleux. Bon, elles sont contentes. Donc je ne vais pas dire qu'elles sont maltraitées, puisqu'elles ne se perçoivent pas maltraitées. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui sont dans ces situations-là, à qui on fait miroiter des postes, etc., etc. Et ça, c'est une maltraitance quotidienne dont on ne parle jamais. Et on oublie de dire que l'hôpital maltraite quand même une partie de ses salariés, déjà ne serait-ce que cela, quoi. Ça, c'est scandaleux. Moi, ça me scandalise. Tout à l'heure, Thomas parlait de l'ARS d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu comment a été mis en place l'ARS. Et c'est pour répondre à ça aussi, c'est pour revenir dessus. Vous vous souvenez avant les ARS, il y avait les ARH, et avant il y avait les ARH, il y avait la DAS, la DRAS, la CEPAM il existe toujours, et le préfet. Et le préfet qui était préfet de région, était aussi préfet sanitaire. Tout à l'heure on a parlé le réseau ville-hôpital et hôpital-ville, mais on a parlé aussi tout à l'heure aussi de la partie congrue de toute la personne âgée, qui est quand même un truc formidable. Aujourd'hui, quand même, la prise en charge de nos aînés doit être quelque chose de formidable. Et le handicap aussi, qui doit être pris en charge aussi, beaucoup par des associations comme les ADAPI, voilà. Et on avait, en 2006, quand ça a été installé, c'était les ARH, il y avait encore la DAS qui faisait le lien
je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le lien entre la partie soignant, enfin médico-social et social avec le sanitaire. Et on avait des gens à la RH qui étaient souvent des médecins, en directeur adjoint, ou en tout cas il y avait une structure médicale derrière qui permettait quand même d'aller faire du lien entre l'hôpital public, l'hôpital privé, le sanitaire privé, la ville et le médico-social. On a fait depuis, 5 ans après, ils ont fait les ARS, pardon. Ils ont fait les ARS, qui est devenu comment on va dire ça? Oui, voilà, du ministère. En fait, avec un directeur d'agence qui est comme un préfet, qui a le statut de préfet, qui lui ne connaît même plus les établissements qu'il manage, entre guillemets, dont il a aujourd'hui, je parle du PACA ici pour le coup, des directeurs de région de l'ARS dans chaque région, et tout est décentralisé comme ça, sans avoir de remontée. Par contre, il y a un truc qu'ils n'ont pas oublié maintenant, c'est de faire des tableaux de reporting à l'ARS pour savoir combien de patients on a, combien de personnel on a vacciné. Est-ce que ça on fait, et ça du travail administratif qui ne sert à rien du tout, ça par contre on en fait. Par contre, de leur dire, voilà, on est en difficulté, nous on a vécu ça avec les copains cet été, ils ont décidé de fermer le bloc d'APT pendant l'été, parce qu'ils ont dit, voilà, on va rénover le bloc. Ouais, c'est très bien, enfin, en plein été, quand on sait qu'il y a quand même un passage quand même de vacanciers quand même important.